appellent à la mobilisation pour les réfugiés du camp de Yarmouk en Syrie. Encerclés par l'armée d'Assad, ils sont désormais attaqués par les djihadistes, notamment de l'État islamique, depuis plusieurs jours. Un otage néerlandais retenu au Mali depuis 2011 par Al-Qaïda a été libéré par l'armée française aujourd'hui. Les soldats visaient au départ un groupe terroriste et ne s'attendaient pas à trouver cet otage. Combat meurtrier au Yémen entre rebelles chiites et armée gouvernementale. Au moins 110 morts depuis hier, dont des civils. L'aide humanitaire est toujours bloquée. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, c'est peut-être donc une nouvelle catastrophe humanitaire au sein d'un désastre de grande ampleur, celui que vit la Syrie depuis maintenant 2011, celui du camp palestinien de Yarmouk, situé dans la banlieue immédiate de Damas. L'État islamique, allié à d'autres groupes djihadistes, ont lancé une vaste offensive depuis quelques jours, si bien que les 16 000 habitants qui s'y trouvent se retrouvent pris au piège, encerclés depuis des années par l'armée d'Assad et donc aujourd'hui attaqués par ces djihadistes. On va essayer d'y voir plus clair, de percer un petit peu ce désastre humanitaire en préparation, à tel point que le Conseil de sécurité de l'ONU a été convoqué d'urgence ce soir parce que l'ONU craint donc des milliers de victimes. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Elie Carmon. Bonsoir. Vous êtes expert en contre-terrorisme au Centre interdisciplinaire d'Herzliya. Bonsoir à vous Michael Horowitz. Bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique. Vous connaissez bien tous les deux donc ce conflit syrien, ce qui s'y passe. On va essayer donc de s'informer sur ce que représente déjà ce camp de Yarmouk. البيوت مدمرة كلياتها ما عم ننام ما عم نسترجي ننام بالطوابق العليا عم ننام تحت بالأراضي وخايفين كثير يعني من الوضع. يعاني مخيم اليرموك من الحروب والاعتداءات من كل المتقاتلين يتقاتلون في المخيم ونحن ندفع الثمن. It's very clear that as the conflict goes on and we're entering the 5th year, of course the pressure and the consequences for Palestine refugees are just becoming more serious and worse. لا يوجد خيار للهروب في مثل هذه الحالات، يجب أن نكون في مقدمة المدافعين عن هذا الوطن، وهذه هي السيناريوهات الوحيدة التي كانت موجودة منذ اليوم الأول للأزمة حتى هذه الأيام. Alors, que représente déjà ce camp de Yarmouk? C'est vrai qu'on a l'impression d'une entité qui est un petit peu à part dans cette Syrie. Michael Horowitz, on peut rappeler en quoi consiste justement et de quoi est constitué ce camp de Yarmouk? Le camp de Yarmouk, il avait été créé dans les années 50 pour accueillir les réfugiés palestiniens. Ce qui est intéressant, c'est que ce camp qui vit une véritable catastrophe humanitaire n'a pas attendu, cette catastrophe n'est pas simplement liée au fait que l'État islamique a lancé son offensive. Le camp de Yarmouk accueille des brigades, dont une brigade qui s'appelle Aknaf Beit al-Maqdes, qui est pro-Hamas, d'autres brigades qui se battent contre le régime d'Assad, et le régime d'Assad a assiégé ce camp depuis des mois, d'où les souffrances de la population locale palestinienne, avec une population qui a diminué de manière extrême, passant, il me semble, de 200 000 à 18 000 habitants. Donc le camp de Yarmouk, bien avant l'offensive de l'État islamique, c'était déjà une catastrophe humanitaire. Ouais. Avec des liens qui existent entre ces Palestiniens de Yarmouk et ceux de Ramallah ou de Gaza, par exemple, Elie Carmon ?
Oui, il y a eu toujours dans les camps de réfugiés palestiniens une division par mouvement. En général, c'était le Fatah, qui, surtout au Liban, qui était l'organisation la plus forte. Ensuite, il y a eu le Hamas qui a eu aussi ses membres, par exemple le grand camp de Ain el-Hilwi dans le sud du Liban, et les organisations pro-syriennes, par exemple, tant le Front démocratique palestinien de la libération, le Front de la libération de la Palestine de George Habash, et surtout le Front de la libération de la Palestine de Ahmed Jabril, qui est en fait une branche de services d'information syrien. Et donc, dans le camp, il y a un microcosmos des organisations palestiniennes, et je crois que en dehors de ce problème humanitaire qui n'est pas vraiment tellement différent de ce qui se passe à Aleppo ou à Idlib ou dans le sud de la Syrie. C'est-à-dire qu'il y a la population civile qui souffre surtout de cette guerre civile. Mais il y a deux questions, je crois, importantes, stratégiques. Une, c'est comment le Daesh ou le front ISIS sont pénétrés à 8 km du centre de Damas, quand ils sont en défaite, ont été vaincus à Tikrit en Irak. C'est-à-dire qu'il y a ici un effort de lutter plus contre le régime de Damas que surtout dans l'Irak. Et aussi, il y a la neutralité du front Nusra, Jabhat al-Nusra, qui a laissé le ISIS pénétrer dans ce camp très important, mais aussi qui coopère avec le Daesh dans la pénétration au Liban, à travers la frontière des montagnes Kalamoun. Donc il y a ici tout un changement stratégique défavorable au régime et favorable aux djihadistes. Ouais. Et ensuite, il y a la question de quel côté vont se ranger les diverses organisations palestiniennes. Et dans ce cas, on a vu que deux membres importants du Hamas dans ces 5 ans ont été décapités par le Daesh, et cela a provoqué une réaction très forte dans le Hamas à Gaza, et cela aussi peut aider les Saoudiens, parce que les Saoudiens tentent de convaincre le Hamas de laisser la coalition, de quitter la coalition avec l'Iran et lutter ensemble avec le régime iranien et donc avec le régime syrien. Donc ça peut être un changement aussi peut-être stratégique du côté du Hamas. On a vu aussi que le Hamas, ces derniers jours, a commencé un dialogue avec l'Égypte, qui, jusqu'il y a quelques jours, les considère le meilleur ennemi de l'État égyptien. Ouais. Alors on va justement évoquer cette situation en rappelant donc qu'aujourd'hui Ramallah et l'OLP ont décidé d'envoyer un émissaire à Damas pour tenter d'intervenir en faveur de la population de Yarmouk. Yarmouk a également une mobilisation à Gaza. C'est Maxime Perez qui nous explique tout cela. Voici les combattants de l'État islamique dans les ruelles de Yarmouk. Ces images, disent-ils, montrent la libération de ce camp palestinien, situé à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Damas. Depuis mercredi, il serait plus de 700 djihadistes à l'avoir investi par le sud. D'autres renforts, au moins aussi nombreux, seraient massés aux abords pour sécuriser leurs arrières. Car si les djihadistes contrôlent près de 90% de Yarmouk, des combats sporadiques s'y déroulent avec des factions palestiniennes proches de la rébellion, principalement le groupe Aknaf Bait el-Maqdes, considéré comme proche du Hamas. Mais même avec ses pick-up équipés de mitrailleuses lourdes, l'opposition se limite à quelques poches de résistance. En moins d'une semaine, 12 Palestiniens ont été tués ou exécutés par Daesh, dont au moins 3 par décapitation. Des dizaines d'autres auraient été faits prisonniers. Pour ne rien arranger, le camp est encerclé par l'armée d'Assad qui empêche tout ravitaillement et encore plus l'acheminement de combattants. Ces derniers jours, les forces du régime ont largué plusieurs barils d'explosifs pour tenter de déloger les djihadistes. Considéré comme le plus grand camp de réfugiés palestiniens en Syrie, Yarmouk n'abriterait plus que 16 000 habitants après l'évacuation de quelques 400 familles palestiniennes ce week-end. Leur exfiltration a été rendue possible via un corridor humanitaire contrôlé par l'armée syrienne. Du coup, un émissaire de l'OLP a été dépêché à Damas pour solliciter une aide urgente du régime. À l'intérieur du camp, la situation est proche du désastre. Ces dernières heures, des représentants de l'ONU n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme. Ce qui se passe à Yarmouk est inhumain, affirme-t-il.
Les dernières informations en notre possession suggèrent que le camp est dans une situation insoutenable. Les gens sont pris au piège dans leur maison, il y a des bombardements, des combats de rue qui se sont intensifiés. Des femmes, des enfants, des civils courent le risque d'être tués ou blessés. C'est pour cela que nous appelons toutes les parties à respecter leurs obligations à l'égard du droit international et de protéger les civils. La situation dramatique à Yarmouk a entraîné un début de mobilisation dans les territoires palestiniens. À Gaza, le Front démocratique de libération de la Palestine a manifesté ce lundi devant le siège des Nations Unies. Idem à Ramallah, cette fois devant les bureaux de l'OLP, critiqué pour son inaction. La leçon la plus importante à tirer, c'est que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons compter sur personne, sur aucun État, ni aucun gouvernement. En 4 ans de guerre civile, le camp de Yarmouk a déjà payé un lourd tribut. L'an passé, des groupes rebelles syriens s'en étaient retirés à l'issue d'un accord avec des organisations palestiniennes armées opposées au régime. Reste que malgré l'aide onusienne, les habitants souffrent de pénurie de nourriture, d'eau et de médicaments en raison d'un siège presque total imposé par les forces d'Assad. Voilà donc pour la situation très grave dans ce camp de Yarmouk qui préoccupe beaucoup les Palestiniens. Ce soir, Michael Horowitz, première question également sur l'intérêt stratégique de ce camp pour l'État islamique, parce que ce n'est pas dans la zone, on va dire, traditionnelle de l'EI. C'est pas dans la zone traditionnelle de l'État islamique, mais il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce que cette offensive veut dire pour l'État islamique. L'État islamique, c'est pas la première fois que l'État islamique opère dans la région de Damas. L'État islamique opérait dans la région de Damas l'année dernière, avant de devenir ce groupe qui fait les gros titres aujourd'hui, avant l'offensive qui a été lancée sur Mossoul. L'État islamique était présent aux côtés de certaines organisations comme Jaish al-Islam, qui est une organisation rebelle à Damas, aux côtés de Jabhat al-Nusra et d'autres organisations comme l'armée syrienne libre. Et l'État islamique a été repoussé, d'abord parce qu'il y a eu des accrochages, l'État islamique était accusé de kidnapping, d'assassinat, etc. Mais ce qui a fait que l'État islamique a perdu son emprise sur Damas, c'est que lorsque l'État islamique a pris Mossoul, les groupes rebelles qui jusqu'à présent toléraient la présence de l'État islamique l'ont vu comme un mouvement expansionniste. Donc aujourd'hui, 1 an après avoir été repoussé par toutes ces organisations, l'État islamique revient. Et il revient basé sur un bastion qu'il avait à côté de Yarmouk, qui s'appelle Hajar al-Assawad, et des cellules dormantes, puisqu'en fait l'État islamique avait été vaincu, mais qu'il était resté présent en maintenant son identité secrète. Donc c'est Yarmouk, c'est le retour de l'État islamique dans cette zone centrale qui est le cœur économique de la Syrie, qui est aussi le cœur du contrôle militaire du régime syrien. Et donc vous avez cette espèce de mouvement où l'État islamique cherche à se rapprocher du cœur de la Syrie pour des raisons stratégiques. Que va faire justement l'armée syrienne? Parce que c'est une des interrogations. On sait qu'elle assiège ce camp. Est-ce qu'elle va se mêler à ces combats, Eli Karman? L'armée syrienne, qui ces dernières semaines paraissait être un peu avoir une situation meilleure sur le front, surtout à cause de l'intervention massive de Hezbollah et des Iraniens dans le sud de la Syrie, vers le Golan israélien et vers la frontière avec la Jordanie. Ces dernières semaines, 2-3 semaines, a perdu beaucoup de combats, surtout dans le sud, près de la frontière avec la Jordanie. Probablement l'action qu'Israël a menée contre ce groupe de commandants de l'Iran et de Hezbollah qui a été attaqué le 18 janvier, cela a arrêté l'effort iranien et Hezbollah dans la région. Et ils ont perdu dans le nord la ville de Idlib, qui est une ville très importante, capitale de province. Et donc, moi, je vois surtout l'action de Daesh, surtout dans le cadre de la coopération qui n'est pas tellement
clair entre Jabhat al-Nusra et le Daesh. Parce qu'ils se combattent et en même temps ils sont alliés. Oui, j'ai dit qu'ils coopèrent par exemple à la frontière avec le Liban pour tenter de pénétrer dans la région d'Arsal, et ça depuis plusieurs mois déjà, avec succès. Par exemple, ils ont pris en otage des soldats libanais que je crois que même aujourd'hui sont encore prisonniers. Et aussi dans la région d'Idlib, encore que là, Jabhat al-Nusra a eu le rôle principal. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle coopération pour tenter de menacer le gouvernement ou le régime, justement dans la capitale même, au centre de la capitale. Et cela peut peut-être être le signe d'une nouvelle offensive, surtout que justement le Daesh a perdu des combats en Irak. Il tente de reprendre l'avantage en Syrie, où c'est plus facile parce qu'il n'y a pas tellement l'intervention ni de la coalition américaine, ni des forces aériennes des pays de la coalition. Et donc, ils ont la possibilité peut-être d'avoir des victoires et mettre en danger le régime. Ouais. En tout cas, on voit que ces frappes de la coalition n'affaiblissent pas structurellement l'État islamique. L'État islamique a un avantage, c'est qu'il peut jouer sur un espèce de mouvement de balancier. Je vous disais que la présence de l'État islamique avait été diminuée à Damas à cause de sa victoire à Mossoul. Aujourd'hui, c'est ces défaites en Irak qui font que l'État islamique est intéressé, comme vous l'avez souligné, à revenir sur le front syrien et à revenir dans ces zones, dans le cœur, entre Idlib et la frontière jordanienne, dans le cœur syrien. Et c'est difficile pour la coalition de vaincre Daesh parce que justement il peut toujours avoir ce mouvement de force. Par ailleurs, la coalition et les Kurdes l'ont compris et ils ont lancé des offensives pour couper les routes utilisées par l'État islamique entre l'Irak et la Syrie. Mais ce qu'il faut voir aussi, et cette offensive, ce qui explique que l'État islamique est en train d'investir énormément de moyens dans cette offensive, c'est que la région, le terrain de la Syrie, du cœur de la Syrie dont je parle, c'est un terrain qui est beaucoup moins propice aux frappes aériennes. C'est-à-dire que l'État islamique en Syrie, avant cette offensive, c'est des régions comme Deir ez-Zor, Raqqa, etc., où vous avez une ville, mais le reste, c'est le désert. C'est très facile de frapper les forces de l'État islamique lorsqu'elles se déplacent, lorsqu'elles sortent de leur cœur. Aujourd'hui, si l'État islamique prend Hama, Homs, qui sont des villes qui sont au centre de la Syrie, enfin dans la région côtière plutôt, ou une partie de Damas, ça va être beaucoup plus difficile d'opérer contre l'État islamique. Si pour l'Irak, il y a peut-être une solution politique en faveur de la coalition, si le gouvernement de Bagdad coopère comme il a coopéré par exemple à Tikrit, si les autres pays font un effort sur le plan militaire et l'ISIS est battu, c'est plus ou moins, disons, les trois provinces, la province chiite, sunnite et les Kurdes. En Syrie, tous savent qu'il n'y a pas de solution à proche terme et peut-être même à long terme. C'est-à-dire c'est plus difficile de trouver une solution à cause du parcellement extraordinaire de tous ces groupes, toutes ces oppositions très divisées. Et c'est pour cela que probablement Daesh, s'il verra qu'il n'y a pas de choix, se retournera de nouveau vers la Syrie où il y a plus de chances de gagner du terrain. Que peuvent faire les Palestiniens aujourd'hui? On a vu donc mobilisation à Abbas, à Ramallah, également à Gaza. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement ces réfugiés de Yarmouk en Syrie? Il y a très peu de choses que les Palestiniens peuvent faire aujourd'hui, puisque demander l'aide de l'ONU, ça va être logistiquement compliqué, puisque vous avez des combattants de l'État islamique. Il n'est pas sûr que l'ONU veuille risquer ses employés pour aller dans le camp de Yarmouk. Par ailleurs, il faut savoir que cette offensive qui a été lancée par l'État islamique, le 30 mars, si je me trompe pas, a été lancée un jour avant la mise en exécution d'un cessez-le-feu qui devait permettre le transfert de marchandises et de services humanitaires à Yarmouk. Et il y a une raison pour laquelle l'État islamique a fait ce genre d'offensive, c'est que l'État islamique
cherche à capitaliser sur une certaine frustration de certaines factions rebelles qui sont lassées par les cessez-le-feu à répétition entre les factions rebelles et le régime, et l'État islamique compte recruter parmi ces factions. Et il n'est pas impossible que l'État islamique compte recruter parmi les Palestiniens du camp de Yarmouk. Généralement, l'État islamique vous laisse un choix qui est assez clair. Soit vous déclarez votre allégeance au calife Abou Bakr al-Baghdadi, soit vous êtes décapité, quand on vous laisse le choix. Donc c'est une offensive qui va être très difficile à contrer, qui peut avoir des implications assez importantes pour la région, puisque ça veut dire, comme vous l'avez rappelé, que des factions comme le Hamas, qui avaient pris ses distances du régime iranien et du régime de Damas, vont devoir s'appuyer sur des factions pro-iraniennes. Vous avez rappelé le mouvement de Ahmed Jibril. On voit aujourd'hui qu'il y a un rapprochement entre le Hamas, au moins tactique, un rapprochement tactique entre le Hamas, Aknaf Beit al-Maqdis, donc ce groupe qui est pro-Hamas, et le Front populaire de libération commandement général, qui est dirigé par Ahmed Jibril. Et donc ça peut accélérer ce qu'on avait déjà vu après l'opération israélienne, c'est-à-dire ce rapprochement entre le Hamas et l'Iran. Ouais, c'est vrai que le Hamas a quand même là des choix à faire stratégiques. Ils ont un dilemme très important. D'abord, pendant ces dernières années, ils ont repris une relation très étroite, à mon avis, avec l'Iran et le Hezbollah. D'ailleurs, ils ont dû démontrer au Hezbollah qu'ils ne luttent pas contre le régime syrien, parce qu'ils étaient accusés par le Hezbollah d'utiliser les tactiques qu'ils ont appris du Hezbollah contre le régime. Et maintenant, ils ont été attaqués par les djihadistes. Les dirigeants militaires de Hamas ont été décapités. Donc, ils doivent lutter contre les djihadistes. D'autre part, comme je dis, il y a la pression saoudienne et des pays du Golfe, peut-être même du Qatar, pour tenter de le mettre du côté anti-régime. Et donc, il y aura un problème, justement, un dilemme très difficile pour les dirigeants de Hamas de se décider. Et c'est intéressant que même l'Égypte, maintenant, est assez... n'est pas pour le régime d'Assad, mais il est prêt à accepter le président Bachar al-Assad dans une médiation avec l'opposition syrienne. Ce qui d'ailleurs les met maintenant en difficulté avec les Saoudiens. Donc on voit ces derniers jours, après la constitution d'une armée, soi-disant armée unie arabe, de nouveau des fissures très importantes entre les divers acteurs parce que les intérêts sont quelquefois très différents. Ouais. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que 300 Kurdes avaient été kidnappés en Syrie, cette fois dans la région d'Alep, par un groupe djihadiste. C'est pas l'État islamique. C'est Jabhat al-Nusra. Ouais. Donc ça aussi, pourquoi d'abord, à votre avis, est-ce qu'on s'en est pris à ces Kurdes? À quoi vont-ils servir? C'est encore une fois de la monnaie d'échange ou Ça peut être de la monnaie d'échange. C'est aussi, ça marque une certaine avancée du Front al-Nusra. Le Front al-Nusra qui avait été complètement, qu'on avait cru marginalisé par la poussée de l'État islamique et qui a démontré qu'il avait un avantage compétitif par rapport à l'État islamique, c'est qu'il sait travailler avec les groupes rebelles, puisque la Syrie, c'est une mosaïque de factions, et l'État islamique, généralement, ne sait pas travailler avec les groupes rebelles. Il essaye, généralement, assez vite, vous avez des tensions qui émergent. Jabhat al-Nusra a su travailler avec Jaish al-Islam, avec en partie l'armée syrienne libre, pour prendre la ville d'Idlib, et donc cette capture des Kurdes peut montrer un certain expansionnisme de Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, c'est un mouvement djihadiste, un groupe djihadiste qui veut imposer la charia à toute la Syrie, mais ils sont opposés aux minorités qui veulent, à leur avis, détruire l'unité de l'État syrien. Donc les Kurdes sont vus comme des groupes irrédentistes qui s'opposent à l'État futur djihadiste ou salafiste en Syrie. Je crois que ça, c'est
peut-être la raison, disons, idéologique principale, mais il y a peut-être des raisons, disons, tactiques. Peut-être ils veulent avoir quelques reparties des Kurdes qui occupent maintenant un territoire, 3 enclaves importantes dans le nord de la Syrie. Et donc on va voir comment va se terminer cette crise, parce que les Kurdes aussi n'accepteront pas que leurs camarades soient torturés ou même tués par la Jabhat al-Nusra. En tout cas, il y a une situation quand même aujourd'hui qui ajoute au chaos qui existait déjà en Syrie. C'est très difficile aujourd'hui. On avait une époque où on pouvait avoir des zones peut-être d'influence délimitées, ou presque une partition effective de la Syrie. Aujourd'hui, on va dire que cette partition-là, en 3 zones, quasiment est devenue... oui, c'est devenu très difficile de tracer des lignes en Syrie. C'est-à-dire que vous pouvez dire que Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda, et l'État islamique sont rivaux. C'est pas vrai dans certaines régions, comme vous l'avez rappelé. C'est pas vrai dans la région de Kalamoun. C'est pas vrai sûrement à Yarmouk, où on a vu que Jabhat al-Nusra avait déclaré sa neutralité, mais que c'était une neutralité qui est quand même assez hostile aux factions palestiniennes et aux groupes rebelles. Donc ça devient très compliqué de comprendre quels sont les intérêts de ces groupes, puisque un groupe peut avoir des intérêts différents dans différentes régions. Donc effectivement, c'est devenu très compliqué d'opérer, et si c'est difficile à analyser, c'est difficile d'agir aussi pour les États-Unis. C'est difficile de trouver des factions qui vont être fiables, qui vont ne pas travailler avec Al-Qaïda ou avec l'État islamique, puisque vous avez ces sortes d'accords tactiques sur des lieux précis, et que donc vous ne pouvez pas prédire la position de chaque groupe. Ouais. Oui, le chaos est plus compliqué que jamais, et justement en Syrie, on ne voit pas une solution viable. Les Russes tentent de négocier, mais avec une opposition, la partie plus faible de l'opposition. Les Turcs tentent de coopérer avec les Saoudiens, le Qatar, pour trouver peut-être des alliés dans les groupes islamistes et djihadistes. Mais de nouveau, par exemple, sur la question iranienne, peut-être les Turcs de nouveau se sont rapprochés des Iraniens. Erdogan va visiter Téhéran, et je ne sais pas exactement quel jeu il va jouer dans les prochains jours. Très compliqué et très difficile à prévoir ce qui se passera dans ce pays déchiré par la guerre civile. Ouais, d'autant qu'effectivement ce qui se passe au Yémen et aussi avec le nucléaire peut jouer aussi bien sûr. Dans la géostratégie. Merci en tout cas Elie Carmon, merci Michael Horowitz. C'est vrai que c'est une situation qui ne fait qu'empirer, à laquelle on assiste, et donc le dernier exemple en date, c'est ce camp donc de réfugiés palestiniens de Yarmouk, situé à quelques kilomètres seulement de Damas, avec donc des milliers de personnes prises au piège de combats qui continuent en ce moment même. Et donc je vous le disais, réunion à venir du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée en urgence, donc à la demande notamment des humanitaires et des Palestiniens qui veulent obtenir une trêve pour permettre à la population de respirer un petit peu après donc ces journées de combat sanglants. Dans un instant, on évoquera la situation au Yémen, où là aussi eh bien, les combats sont de plus en plus meurtriers et où l'aide humanitaire se trouve bloquée encore ce soir. Merci à vous deux. La suite du Grand Direct dans un instant. Restez avec nous. Les Palestiniens appellent à la mobilisation pour les réfugiés du camp de Yarmouk en Syrie. Encerclés par l'armée d'Assad, ils sont désormais attaqués par les djihadistes de l'État islamique depuis plusieurs jours. Un otage néerlandais retenu au Mali depuis 2011 par Al-Qaïda, libéré aujourd'hui par l'armée française. Les soldats visaient au départ un groupe terroriste et ne s'attendaient pas à retrouver ce néerlandais. Combat meurtrier au Yémen entre rebelles chiites et armée gouvernementale. Au moins 110 morts depuis hier, dont des civils. L'aide humanitaire est toujours bloquée sur place. L'armée française a donc réussi à libérer aujourd'hui un otage néerlandais retenu au Mali depuis 2011. C'est une opération spectaculaire donc, qui a eu lieu dans le nord du pays, qui s'est soldée par la mort de plusieurs djihadistes, l'arrestation de certains. Mais au départ, cette opération ne visait, semble-t-il pas, à la libération de cet otage, mais tout simplement à neutraliser des terroristes. Julia Guénancia.
Double réussite pour les forces spéciales françaises au Mali. Elles ont neutralisé un groupe terroriste et surtout obtenu la libération d'un otage néerlandais. L'assaut s'est déroulé près de Tessalit dans l'extrême nord-est du Mali et a fait plusieurs morts parmi les djihadistes. Lors d'un déplacement dans le centre de la France, le président français François Hollande donne quelques précisions à la presse et avoue que les soldats français n'étaient pas au courant de la présence de l'otage. Et il a été mis en lieu sûr et il va pouvoir retrouver son pays, ses proches, sa famille. Et donc c'est une grande fierté d'abord pour ce qu'ont fait ces militaires français au risque de leur vie et d'avoir pu libérer un homme qui était privé de liberté depuis trop longtemps. En novembre 2014, Al-Qaïda au Maghreb islamique avait diffusé sur Internet une vidéo sur laquelle l'otage s'exprimait à l'occasion de son 1000e jour de détention. Il était accompagné sur ce film de Serge Lazarevitch, otage français libéré depuis. Le 25 novembre 2011, un groupe d'hommes armés avait fait irruption sur la terrasse d'un hôtel à Tombouctou. Le commando avait emmené l'otage hollandais ainsi qu'un Sud-Africain et un Suédois qui sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. La lutte contre le terrorisme au Mali n'est pas terminée, que nous avons toujours 3000 hommes qui sont présents dans la région, pas forcément au Mali, mais dans la région pour assurer justement cette lutte contre le terrorisme. Si ce lundi, l'opération des forces spéciales françaises a permis la libération de cet otage, les interventions de ce type se soldent souvent par des échecs. Depuis 2010, c'est seulement la deuxième opération de libération réussie dans toute l'Afrique. Alors effectivement, extrêmement rare que des opérations de récupération d'otages bien réussissent ces derniers temps, comme on vient de le dire. En ligne avec nous, Jean-Marc Tanguy, qui est expert justement dans les questions militaires et qui a créé le blog intitulé Le Mammouth, qui traite justement de ces questions. Bonsoir Jean-Marc Tanguy. Bonsoir. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement les forces spéciales françaises aient mené cette opération sans savoir qu'il y avait cet otage néerlandais ? Ça peut arriver. En l'occurrence, quelquefois, on vient pour quelque chose et on a un bilan qui est un petit peu différent. En l'occurrence, plusieurs versions de cette opération circulent encore aujourd'hui à Paris à l'heure où l'on parle. Une qui est plutôt celle du président de la République qui s'exprimait cet après-midi, qui dit en effet qu'on a été presque surpris de trouver là cet otage. Et puis une qui est quand même un peu plus appuyée par les faits et le témoignage du général commandant des opérations spéciales qui vient de s'exprimer ici à la radio, et qui explique qu'en fait, non, il s'agit en fait d'une opération qui était planifiée depuis plusieurs jours, qui était fondée sur un renseignement assez précis, qui s'est affiné, et qui en fait s'est terminée comme assez souvent par une opération de force spéciale qui réussit. Les statistiques des forces spéciales françaises sont plutôt bonnes. Mais c'est vrai que ces dernières années, on avait eu beaucoup d'échecs. On se rappelle notamment de l'otage français Denis Alex, qui avait été enlevé par les Chebabs, et l'opération s'était soldée par un échec. Ce sont des opérations très délicates. En fait, l'opération dont vous parlez a été réalisée par la DGSE et non pas par les forces spéciales. Donc ce sont deux entités différentes. Moi, pour ce que je m'en souvienne, les opérations des forces spéciales en Afrique réussissent plutôt. C'est vrai que parfois, on ne réussit pas toujours à sauver les otages. C'est vrai que ça s'est passé en janvier 2011, mais c'est un peu le contre-exemple en ce qui concerne les forces spéciales françaises. Merci beaucoup Jean-Marc Tanguy. Donc je rappelle que vous êtes expert dans ces questions de défense et militaire avec donc ce blog que vous avez créé intitulé Le Mammouth. Au Yémen, des combats meurtriers ont eu lieu ces dernières heures, faisant au moins 110 morts entre les rebelles chiites et l'armée fidèle à l'ancien président Haïdi. Les civils, eux, continuent de payer un lourd tribut à cette guerre, alors que la coalition reprend ce soir ses raids au-dessus de Sanaa. D'autres pays pourraient même se joindre à cette coalition arabe, et notamment le Pakistan. Julia Ganancia. L'Arabie saoudite souhaite agrandir la coalition face au Yémen et se tourne vers le Pakistan et la Turquie. Les deux pays comptent parmi les plus importantes armées du monde musulman, mais le Pakistan tente actuellement de ménager son allié saoudien et son voisin iranien, farouchement opposés à cette intervention armée. Pour le Pakistan et la Turquie, l'Arabie saoudite est un allié proche. Nos deux pays se sont accordés à soutenir l'Arabie saoudite au moment où elle a besoin d'aide. Nous avons accepté d'étendre notre aide pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Arabie saoudite. Sur le terrain, au milieu des nuages de fumée, l'offensive des Houthis se poursuit. La milice chiite fait face aux combattants des comités populaires, ces partisans du président Abdrabbuh Mansour Hadi. Ils s'affrontent pour le 12e jour consécutif. Aden, ville stratégique grâce à son port aux portes de la mer Rouge, est le dernier bastion
condition des soutiens du président. Nous demandons des forces de la coalition de mener une intervention terrestre au Yémen parce que nous sommes confrontés à une catastrophe. Les rebelles chiites ont bombardé nos maisons arbitrairement. Nous possédons juste ces armes légères et nos munitions s'épuisent. La situation humanitaire s'aggrave. Les secours sont bloqués malgré des efforts intenses et des contacts répétés ces derniers jours avec toutes les parties au conflit. Quelques 48 tonnes de médicaments et de kits chirurgicaux attendent le feu vert pour partir par avion ou par bateau. Les habitants d'Aden font face à une autre bataille, celle de l'eau. Armés de bouteilles en plastique, ils viennent s'approvisionner dans un des seuls puits encore actifs de la ville. Nous avons été privés d'eau pendant 5 jours et les Houthis nous attaquaient tous les jours. Par ailleurs, l'évacuation des ressortissants étrangers se poursuit, mais ces bombardements et les combats gênent les rapatriements. La Russie a demandé ce week-end au Conseil de sécurité de l'ONU de faire pression pour qu'une pause soit menée dans les raids aériens pour faciliter le départ des étrangers. L'Arabie Saoudite qui déclare ce soir qu'elle se montre favorable à l'accord sur le nucléaire iranien qui a été conclu la semaine dernière à Lausanne, et elle espère évidemment maintenant la signature d'un document avant la fin juin pour préserver, je cite, la paix dans la région. L'Iran qu'on accuse également de chercher à refinancer le Hamas, des millions de dollars qui, selon un journal britannique, seraient versés au Hamas pour l'aider à reconstruire ses tunnels terroristes. Et justement, l'armée israélienne qui surveille de très près les activités du Hamas depuis la guerre de l'été dernier, notamment dans la zone frontalière avec Israël. Les habitants côté israélien ne veulent pas sombrer dans la panique. Reportage sur place, Maël Benoliel. De l'autre côté de cette clôture de sécurité, les ingénieurs terroristes du Hamas s'activent. Ils s'activent à la construction de tunnels. À l'horizon, une nouvelle confrontation avec Israël. Les signes ne trompent pas. L'Iran aurait transféré des dizaines de millions de dollars à la branche armée de l'organisation islamiste pour la reconstruction de ces tunnels détruits pendant l'opération Bordure Protectrice. Une réalité qui n'a pas l'air d'émouvoir l'un des responsables du secteur frontalier de la bande de Gaza. C'est plutôt calme, même s'il règne ici une tension permanente. Il y a quelques jours, Tsahal a organisé un exercice grandeur nature. Dans cet exercice, des terroristes parvenaient à s'infiltrer et à prendre position ici dans le village. Pourtant, les villages agricoles frontaliers ont été la cible privilégiée des terroristes lors de la dernière guerre. En première ligne, ils le seront encore lors de la prochaine confrontation. Nous savons pertinemment que l'ennemi continue de se renforcer. Il construit des tunnels. Certains d'entre eux sont des tunnels d'attaque. Donc c'est pour cette raison que nous avons certaines attentes de la part du gouvernement et des forces de sécurité. Tout d'abord qu'ils fassent en sorte de traquer et d'identifier les nouveaux tunnels qui se construisent et ceux toujours en place. Ensuite, nous devons faire un effort important pour que Gaza soit reconstruite. C'est l'intérêt des Gazaouis, mais aussi le nôtre, à condition bien sûr d'une démilitarisation. Mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Même son de cloche de la part du porte-parole de l'une des localités de cette région. Notre principale attente, c'est que le gouvernement arrive à une solution diplomatique. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'y a rien à faire, car il y a des options. Et si malgré ça, cela ne fonctionne pas, nous pourrons dire que nous aurons tout fait pour éviter un autre cycle de violence. Des paroles sages, alors même que son kibboutz se trouve à peine à 800 mètres de l'enclave palestinienne et que la guerre de l'été dernier a laissé des traces. D'un point de vue personnel, ça n'a pas été facile de s'en remettre. La mort d'un des enfants du kibboutz a été difficile à vivre, mais nous avons surmonté tout ça. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons dans quelle région nous vivons et quel est notre ennemi. Malgré cela, nous pensons que même avec l'ennemi, il faut savoir parler afin d'arriver à une solution. Mais pas une solution militaire, car nous avons vu que ça ne marche pas. Il faut une solution politique. Il ne fait aucun doute pour personne que le Hamas, de l'autre côté de la barrière, s'attelle actuellement à la construction de nouveaux tunnels. Des tunnels d'attaque avec en ligne de mire évidemment un prochain tour de violence. Israël de son côté reste sur le qui-vive. Les habitants des villages frontaliers de la bande de Gaza, quant à eux, profitent d'un calme précaire.
Au milieu du chaos qui règne en Syrie, on en parlait tout à l'heure, et en Irak, une belle initiative pour venir en aide aux milliers de réfugiés déplacés par l'avancée de l'État islamique. La création d'une station de radio destinée à tous ces réfugiés afin de les sortir de leur isolement et de leur détresse. Elsa Mourgue. Radio Al-Salam, comprendre Radio de la Paix. Cette nouvelle station vient de voir le jour près d'Erbil, dans la province autonome du Kurdistan irakien, dans le nord du pays. Sa particularité, s'adresser aux réfugiés et déplacés du conflit en Irak, dont plus d'1 million ont trouvé refuge dans la région. Cette radio, c'est la radio pour tous ceux qui ont été chassés de chez eux, pour tous les réfugiés. On est une radio qui veut les aider, qui veut aider ces gens, leur apporter des informations utiles, une aide. On veut créer un pont entre les déplacés de différentes communautés, différentes religions, et la communauté kurde qui les accueille ici. Donc on a des programmes, des reportages dans les camps, des interviews dans les studios, des programmes culturels, de la musique locale aussi. Une initiative soutenue par plusieurs associations, mais qui révèle une triste réalité. Le retour de ces déplacés vers leur région d'origine n'est pas d'actualité. La plupart pourraient rester plusieurs années dans ces camps. Car même si dans certaines régions les violences sont moins intenses, la reconquête des territoires tombés aux mains des djihadistes de l'État islamique est longue et le groupe islamiste contrôle toujours des pans entiers du territoire irakien. Impossible pour ces réfugiés de rentrer chez eux alors que la plupart sont yézidis, chrétiens, chabaks ou turkmènes et font partie des minorités persécutées par l'État islamique. L'aviation kenyane a bombardé aujourd'hui plusieurs sites appartenant au Shebab en territoire somalien. Il s'agit d'une opération de représailles après l'attentat sanglant qui a visé l'université de Garissa dans l'Est, tuant 148 personnes jeudi dernier. Les islamistes Shebab qui sont engagés dans une guerre sans pitié avec le gouvernement kényan. Elsa Mourgue. Quelques jours après l'attaque, la riposte. L'aviation du Kenya a confirmé ce lundi avoir bombardé la veille des positions de l'organisation islamiste Al-Shabaab dans le nord-ouest de la Somalie. Ces frappes aériennes ont eu lieu dans la région de Gedo, frontalière avec le Kenya. Une région connue pour être un bastion du groupe islamiste Al-Shabaab. Né au début des années 2000, ce groupe terroriste de 9000 combattants s'est considérablement renforcé en 2006 lors de l'invasion éthiopienne du territoire somalien. Ses motivations, nationalisme somalien, application de la charia et djihad. S'ils sont principalement actifs en Somalie, ils ont pour traditionnel ennemi le gouvernement du Kenya. En 2011, les autorités kenyanes avaient lancé une offensive pour reprendre le contrôle du sud somalien, alors aux mains des Shebab. Ils se sont alors lancés dans une série de représailles visant des civils kenyans, comme lors de la prise d'otage d'un centre commercial de Nairobi qui avait fait 67 morts en 2013. Et le 2 avril dernier, le massacre de 148 étudiants de l'université de Garissa. L'enquête se poursuit pour retrouver les assaillants qui n'ont pas été tués lors de l'assaut. Mais beaucoup de civils ont peur de témoigner. En ce qui concerne la sécurité, je dirais que la population est aussi à blâmer, car ils ne disent pas où sont les ennemis, surtout les locaux ici. Ils devraient être en mesure de donner des informations sur l'endroit où ils sont. 5 personnes ont déjà été arrêtées, alors que le cerveau de l'opération, identifié comme étant Mohamed Mohamoud, alias Kuno, ex-professeur kényan d'une école coranique de Garissa, est activement recherché. Les autorités kenyanes promettent 200 000 € de récompense pour sa capture. Il y a tout juste un an éclaté le conflit dans l'est de l'Ukraine avec les velléités séparatistes des rebelles. Aujourd'hui, un cessez-le-feu à peu près respecté règne dans cette région, mais après des centaines de victimes et des dégâts considérables, cessez-le-feu qui reste précaire puisque des tirs meurtriers sporadiques se sont déroulés ces derniers jours. Joseph Emmanuel. Un an de guerre dans l'est ukrainien, date anniversaire d'un conflit qui a fait plus de 6000 morts et l'impossibilité de savoir clairement qui a gagné. Les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne respectent par intermittence l'accord de cessez-le-feu signé à Minsk en septembre dernier. Un accord qui gèle le conflit et maintient le statut des républiques rebelles autoproclamées. Les deux adversaires semblent avoir épuisé leurs ressources et combattent avec des armes soviétiques vieillissantes. Une grande partie des experts militaires ne voient pas le conflit se résoudre de sitôt. Pas de vainqueur, mais les analystes estiment que le président russe a atteint son objectif, empêcher Kiev de se rapprocher de l'OTAN et de l'Union européenne, et ce au prix de lourdes sanctions européennes comme américaines. Aujourd'hui, les séparatistes fêtent le premier anniversaire de leur arrivée au premier plan international, quand les autorités ukrainiennes sont au plus bas, sapées par une économie en berne et sans illusion sur les perspectives d'adhésion à l'OTAN.
Mais Kiev a reçu un soutien matériel des États-Unis. Près de 300 parachutistes américains entraîneront les soldats de la garde nationale ukrainienne. Une arrivée bienvenue qui appuie le refus de Kiev de répondre aux demandes de la Russie. Je vois mal Kiev répondre aux demandes de la Russie. La fédéralisation que demande la Russie signifie que les républiques autoproclamées restent ukrainiennes, mais seront dépendantes politiquement de Moscou et auront un droit de veto. Une Russie dans laquelle Vladimir Poutine jouit d'une popularité record et l'annexion de la Crimée n'y est pas pour rien. Point de départ d'une guerre aux portes de l'Europe, cette péninsule à majorité russophone a toujours été considérée par beaucoup de Russes comme une partie de leur territoire. Alors on va parler économie, et l'économie c'est une nouvelle fois la Grèce qui occupe aujourd'hui le grand titre. Bonsoir Johanna Citruc. Bonsoir Jean-Charles. La Grèce qui donc cette fois a promis de rembourser sa dette au FMI, il y avait une incertitude là-dessus. Oui, terminé donc les inquiétudes et les rumeurs au sujet de la solvabilité de la Grèce. Athènes s'est donc engagée à rembourser sa dette au FMI en temps et en heure. Elle versera donc à l'institution 460 millions d'euros le 9 avril prochain. Cette information a été révélée dimanche soir par Christine Lagarde, donc la directrice générale du Fonds monétaire international, à l'issue d'une rencontre à Washington avec Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances. Et les deux dirigeants ont d'ailleurs profité de cette occasion, profité de cet entretien pour discuter, pour parler du programme de réforme proposé par Athènes, des mesures, donc vous le savez, en échange du versement de la dernière tranche d'aide, puisque dans le cadre de son plan de sauvetage, eh bien, la Grèce attend toujours 7,2 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. On écoute tout de suite le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Notre gouvernement est un gouvernement réformiste. Nous sommes résolus à réformer profondément notre pays. C'est notre promesse au peuple grec. Donc cette occasion de discuter de notre programme de réforme, ici, dans les bureaux du FMI, avec la directrice générale, c'est un excellent pas dans cette direction. La Grèce a fait partie de Bretton Woods. C'est un des membres fondateurs du FMI qui maintient et améliore les lignes de communication, comme nous le faisons maintenant, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et c'est essentiel pour nous. C'est très important, particulièrement parce que le FMI est un allié pour aider la Grèce à sortir de la crise dans laquelle elle est plongée depuis 5 ans. Voilà, merci Johanna Citruc, mais on ne vous quitte pas totalement puisqu'on a parlé récemment dans l'actualité des compagnies low cost après le crash de la Germanwings dans les Alpes. Eh bien, ces compagnies low cost tiennent à défendre leur niveau de sécurité, rassurer ainsi les passagers, en n'oubliant pas que ce qui fait avant tout leur succès, c'est le tarif, comme le montre cette dernière ligne ouverte par la compagnie britannique EasyJet, un Paris-Tel Aviv affiché à seulement 50 €. Alors est-ce possible? Eh bien vous êtes allé le vérifier, Johanna Citruc avec Maël Bédolier, le reportage. Il est 16h, passé de quelques minutes. Les premiers passagers se présentent au comptoir d'enregistrement de l'aéroport israélien Ben Gurion. Ils déposent leurs bagages, qu'ils retrouveront quelques heures plus tard en France. Ce lundi 30 mars, EasyJet inaugure son premier vol au départ de Tel Aviv et à destination de Paris. Pour l'occasion, la compagnie low cost a prévu une petite cérémonie. Au menu, quelques coupes de champagne sur fond de musique française. Voilà, on aime bien EasyJet et on est très content que la ligne elle ouvre parce que c'est toujours moins cher que les autres compagnies. Les vacanciers sont ravis, les hommes d'affaires aussi. Ils représentent d'ailleurs près d'un quart de la clientèle d'EasyJet. Mais si le prix d'appel pour un aller simple est fixé à moins de 50 €, en réalité, peu de voyageurs bénéficient d'un tel tarif. On a payé, donc on est avec ma femme, moi et le bébé, on a payé 850 €. Car il n'y a que quelques billets bon marché sur chaque vol. Une fois écoulés, les prix grimpent petit à petit en fonction de la demande. Le système, il est hyper simple. C'est plus vous réservez tard, plus le prix s'élève. Donc plus vous réservez tôt, plus c'est bon marché. C'est un système hyper simple, mais c'est un système qui s'adapte à la demande qui est adressée au vol considéré. À 19h, l'embarquement débute, les passagers prennent place dans l'appareil. Et c'est avec 30 minutes de retard que l'avion finit par décoller. 5 heures de vol et quelques turbulences plus tard, nous voici à Roissy-Charles de Gaulle. Le pilote qui travaille pour la compagnie depuis 11 ans semble satisfait de ce premier Tel Aviv-Paris. À bord, ça s'est très bien passé, même si maintenant le service est relativement difficile et chargé pour les collègues, mais le vol s'est très bien passé. L'avantage, c'est que les compagnies low cost sont vraiment, je pense, l'avenir de l'aviation et nous permettent d'avoir un job stable et relativement bien payé.
Mais du côté des passagers, c'est un autre son de cloche qui résonne. Pour beaucoup, la qualité du service n'est pas au rendez-vous. Pour des destinations comme Paris-Genève, dont je suis coutumière, ça va. Pour 5 heures de vol, le confort est insuffisant et l'ensemble des prestations. L'embarquement, le débarquement extrêmement loin, les escaliers, le bus. Une qualité discutée qui n'empêche pas à EasyJet de faire partie des leaders européens. En 2014, la compagnie a transporté plus de 65 millions de voyageurs et espère en conquérir de nouveaux grâce à cette nouvelle liaison entre Tel Aviv et Paris. Pour l'heure, 3 allers-retours sont proposés chaque semaine, un chiffre qui devrait passer à 5 d'ici l'année prochaine. Alors on va parler de mode à présent avec la disparition aujourd'hui de l'une des plus grandes figures de la mode masculine. Il s'agit du couturier Francesco Smalto qui est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait à Marrakech au Maroc. On va en parler avec vous. Valérie Abécassis, bonsoir. Vous présentez le Culture Mag chaque jour sur i24 News. Alors, figure, grande figure, peut-être la figure même de la mode masculine? Pas la figure de la mode masculine, mais c'est l'une des dernières grandes figures de la mode homme telle qu'on l'a pensée dans les années 50 à la Hubert de Givenchy, à la, allez, on peut le dire, Ted Lapidus, Pierre Cardin, Oscar de la Renta. Francesco Smalto, c'est aussi, ou plutôt c'était, une certaine idée de l'élégance italienne, c'est-à-dire de très très beaux tissus, de très très belles finations. C'est l'idée de la bourgeoisie chic du nord de l'Italie. Et ce qui est marrant, c'est que lui, c'était un petit enfant de Calabre. La légende dit que... tout au sud de l'Italie. Ah, vraiment bien au sud de l'Italie. On dit qu'à 14 ans, il a fait son premier costume pour un de ses oncles dans la famille. Et puis ensuite, bien naturellement, quand on veut faire de la mode, on monte à Paris. Donc il a travaillé dans 3 grandes maisons. Là, il a appris évidemment les petits détails du métier. Et c'est en 62 qu'il a monté sa griffe, la maison Francesco Smalto. Et donc c'est quelqu'un qui disait que l'élégance, c'était de n'avoir rien dans les poches. Donc il a inventé tout un système de poches invisibles, la fameuse poche billet d'avion, comme on dit, ça vient de lui, le revers équerre. Je ne suis pas un homme, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais j'imagine que c'est le revers. De la veste. Voilà, c'est ça doit être le... En forme d'équerre. Oui, bien sûr, mais un truc très italien comme ça. Non, il a inventé également les emmanchures roulées, et donc assez vite, il s'est imposé comme un bon couturier, un grand couturier, et il est devenu le couturier attitré notamment du roi Hassan II. Il est devenu le couturier attitré d'un certain nombre de stars à Hollywood, et voilà, et sa maison est devenue de plus en plus importante. Et puis ensuite, l'époque oblige, il a revendu en 2011, donc c'est devenu après plus du prêt-à-porter que de la haute couture. Voilà, Smalto qui meurt à 87 ans, c'est quand même un des derniers tycoons. Il reste maintenant. Est-ce que ça, justement, ça se perpétue, cette tradition justement de tailleurs qui deviennent de grands couturiers aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des histoires comme celle-là? Parce que c'est vrai que ce que vous nous avez raconté là, c'est une histoire assez incroyable. Ça existe encore aujourd'hui, ça? Alors c'est en devenir, c'est-à-dire si vous regardez par exemple le calendrier des présentations hommes, vous allez voir qu'il n'y a plus beaucoup de noms qui vous parlent. Il n'y a que des jeunes pousses. Donc j'imagine que tous ces jeunes qui défilent maintenant sur les podiums, à Paris, à New York, à Milan, parce que c'est un très gros marché, la mode homme, j'imagine que parmi eux, certains vont se diriger vers cette école de la couture, de la finition, du travail en atelier, où on voit comme ça ce tailleur avec le ruban autour du cou. Ce qui était d'ailleurs la spécificité de M. Smalto, il avait inventé un système de mesure qui permettait à la fois d'adapter la carrure à la hauteur, enfin à la longueur. J'ajoute juste aussi que business oblige, Smalto était devenu la marque de l'équipe de France de football depuis 2014. C'est vrai, comme quoi les footballeurs ont bon goût parfois. Merci beaucoup Valérie Abécassis. On vous retrouve chaque jour pour Culture Mag sur i24 News. Le président François Hollande a lancé aujourd'hui un nouvel appel contre l'intolérance. C'était lors d'une visite à Isieux. Le président français participait à la commémoration de la rafle des enfants juifs de cet orphelinat. C'était il y a tout juste 71 ans. Léa Volbert. Une minute de silence en hommage aux pensionnaires de la maison d'Isieux. Ce lundi, François Hollande s'est rendu dans ce hameau de la vallée du Rhône pour commémorer un triste anniversaire. Il y a 71 ans, jour pour jour, 44 enfants âgés de 4 à 17 ans et leurs 7 éducateurs sont emportés par la Gestapo. Ces enfants orphelins ont trouvé refuge dans la maison d'Isieux.
47 d'entre eux sont déportés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les 4 autres sont fusillés à Reval en Estonie. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Mes parents ont été déportés. Pendant 2 ans, j'ai été à droite, à gauche, je ne sais pas du tout. Et je suis arrivé par hasard à Isieux. Et puis j'ai un de mes cousins qui était là, qui avait 11 ans à l'époque, et qui m'a reconnu. Et il a dit qui j'étais. Et à ce moment-là, j'avais 2 cousins qui étaient là, un qui avait 11 ans et qui a écrit à nos oncles en disant j'ai un pressentiment, enfin bref, et notre oncle est venu nous chercher. En marge des cérémonies, plusieurs pensionnaires font part de leur appréhension face à la vague d'antisémitisme qui touche la France. 4 mois à peine après les attentats de janvier, 2 jours après les propos réitérés de Jean-Marie Le Pen qui considère les chambres à gaz comme un détail de l'histoire, François Hollande tente de rassurer. Le repli et l'isolement sont toujours des poisons mortels pour une nation. La France succomberait si elle y succombait. Face à la haine, rien n'est pire que l'indifférence. C'est le rôle de cette maison, de lutter contre l'indifférence, contre le silence, contre l'oubli. Le musée de la Maison d'Isieux a été inauguré en 1994 par François Mitterrand. Il accueille chaque année près de 26 000 visiteurs. Pour terminer cette image toujours très impressionnante, celle du mur des lamentations de Jérusalem, c'était ce matin à l'occasion du pèlerinage annuel des Kohanim. Il s'agit des gardiens de l'ancien temple qui viennent chaque année y prononcer une bénédiction très attendue devant plus de 50 000 personnes. Prière qui a lieu donc traditionnellement durant la fête juive de Pessah. Voilà, c'était ce matin donc à Jérusalem. On va se retrouver dans un instant pour un débat consacré aux négociations très âpres qui se déroulent en ce moment même à Jérusalem, justement entre le Likoud, le parti vainqueur des élections, et les autres partis susceptibles de former la coalition autour de Benyamin Netanyahou. Rien n'est aussi simple, car la coalition de droite que l'on attendait pourrait finalement laisser place à un gouvernement d'union nationale en raison à la fois du contexte géopolitique, mais aussi des revendications posées par certains partis comme le Foyer juif qui a négocié aujourd'hui pendant plusieurs heures justement avec le Likoud sans résultat pour l'instant. On va évoquer cette situation politique donc dans un instant. Restez avec nous juste après la pause.